Alors, pour commencer cet exposé, permettez-moi une rapide et quelque peu actuelle digression en vous partageant cette lecture, alors qu'il ne bouge pas. Hop, voilà. Donc, dans Tenir sa langue, Polina Panasenko relate son histoire, une immigrée russe arrivée en France avec sa famille alors qu'elle n'était qu'une enfant. Ayant obtenu la nationalité française, Polina devient alors Pauline. 20 ans plus tard, Pauline a rendez-vous avec la justice. Le but, récupérer son prénom de naissance, ce nom qu'elle dit avoir perdu sans même s'en rendre compte. En apparence, rien de bien compliqué, et pourtant l'enjeu est crucial. Symboliquement, l'entreprise dépasse la simple quête du retour aux racines. Le nom est plus que quelques syllabes aux sonorités parfois exotiques. L'enjeu est crucial parce que le nom devient l'étendard de l'intégration, ce que rappellera d'ailleurs fort bien la procureure en lui disant « Vous savez bien, madame, que si votre nom a été francisé, c'est pour faciliter votre intégration dans la société française. » D'ailleurs, si un jour il vous venait l'idée d'errer sur le site officiel de l'administration française, sait-on jamais, la procrastination peut nous faire faire des choses parfois incroyables, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans la section consacrée justement au nom et au prénom. Là, vous pourrez prendre connaissance de ce conseil donné à toute personne demandant la nationalité française. Pour faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille et ou de vos prénoms lorsque vous demandez l'acquisition de la nationalité française. Alors, je vous rassure, loin de moi l'idée de transformer les midis de l'Antiquité en club de lecture ou encore de débattre de la politique française. Si j'évoque ce bouquin, c'est parce que les enjeux sous-jacents ont trouvé une résonance avec mes propres centres d'intérêt et les problématiques envisagées dans ma thèse de doctorat. Donc, comme l'a expliqué Emmanuel, mes recherches portent sur l'expression des appartenances des Thraces, que je définis donc comme étant originaires de la province romaine de Thrace, établie dans l'Empire romain au cours des 3 premiers siècles de notre ère. Alors, j'insiste particulièrement sur le mot « expression ». En effet, il ne s'agit pas ici d'appréhender la facette subjective des appartenances, donc ce qu'on appelle plus communément le sentiment d'appartenance, qui est malheureusement difficilement saisissable pour les périodes investiguées, mais plutôt prendre en considération tous ces éléments distinctifs par lesquels un individu peut exprimer consciemment ou non ses appartenances. Alors parce qu'elles se donnent à voir, les sources épigraphiques constituent le matériel privilégié, exclusivement mobilisé dans cette étude, à travers lesquels il est possible d'analyser 5 indicateurs d'appartenance socioculturelle et territoriale, à savoir l'origo, les réseaux sociaux, les pratiques cultuelles, la représentation iconographique et enfin celui qui retiendra particulièrement notre attention aujourd'hui, le nomastique. Si l'intégration semble se mesurer au premier abord du moins à l'origine du nom porté, l'histoire de Polina Panasenko montre aussi à quel point cette image est réductrice. Et je ne peux m'empêcher de me questionner. Qu'en est-il des sociétés anciennes ? Le port d'un cognomène latin induit-il systématiquement une appartenance ressentie à la société romaine ou répond-il à une simple uniformité onomastique ? Inversement, un nom indigène doit-il nécessairement être interprété en termes de résistance face aux traditions onomastiques de la société d'accueil ? Au final, que se cache-t-il derrière un nom ? Pour répondre à ces questions, la seule identification des stocks onomastiques ne peut suffire car elle n'approche que superficiellement la problématique. Dès lors, il me semble essentiel d'intégrer à la réflexion la notion d'intentionnalité en essayant de mettre en évidence les choix posés par les individus. Et pour ce faire, 2 angles d'analyse onomastique se prêtent à merveille à l'exercice, la transmission des noms d'une part et les doubles idionymes pérégrins et les agnomina d'autre part. Alors avant de vous plonger corps et âme dans l'analyse onomastique, je pense qu'un petit rappel des règles de base de cette dernière est nécessaire. Et notamment rappeler déjà le lien entre nomenclature et statut juridique. Donc nomenclature, la façon dont va être écrit, exprimé le nom. Dans la société romaine, la séquence onomastique revêt une importance capitale en ce sens qu'elle reflète le statut juridique de son détenteur. S'il est pérégrin, esclave, affranchi ou citoyen romain, la nomenclature adoptée est sensiblement différente, de telle sorte que les statuts juridiques dont jouissent les individus sont plus ou moins facilement identifiables dans les sources épigraphiques.
Ainsi, selon qu'il présente soit les duos ou trianomina, soit un idionyme unique, l'individu est identifié comme citoyen romain ou pérégrin. Alors si la filiation dans une séquence onomastique citoyenne est indiquée par le terme libertus et non filius, alors l'individu peut être identifié comme affranchi. De même, il ne faut pas confondre le nom unique d'un pérégrin avec l'idionyme personnel de l'esclave, dont le statut peut également être déterminé par la mention de termes tels que servus ou d'autres indices textuels ou encore archéologiques. La société romaine est également caractérisée par une certaine mobilité sociale, le statut juridique n'étant dès lors pas nécessairement définitif. Un esclave peut sortir de sa condition servile en étant affranchi par son maître, tout comme un pérégrin peut être fait citoyen romain. Il existe plusieurs vecteurs d'accession à la citoyenneté romaine, et dans le cas des traces de mon corpus, l'armée a joué un rôle crucial. Les traces se sont en effet vues octroyer la citoyenneté romaine dès leur incorporation dans des corps de troupes où elle est une condition sine qua non, comme les légions, ou alors ils la reçoivent au terme de leur service militaire, comme par exemple dans les unités auxiliaires. Ensuite, quelques petits mots sur ces fameux stocks onomastiques ici qui ont été repérés dans mon corpus. On a bien évidemment le stock onomastique latin, le stock onomastique grec. Alors pour rappel, la Provence romaine de Thrace est une Provence bilingue, latino et hellénophone, et le grec est la langue de prédilection. Ensuite, on a également le stock onomastique indigène. Alors Dandana, en étudiant l'onomastique dans les régions habitées par les Thraces, qui outrepassent la Provence romaine, a pu identifier 4 stocks onomastiques bien définis qui correspondent à des aires géographiques distinctes. Dans le cadre de mon projet de thèse, seuls 2 d'entre eux ont été conservés, donc le stock onomastique Thrace, Panthrace et de Thrace occidentale, donc notez T et Théo ici sur la carte, parce qu'ils correspondent grosso modo à la Thrace romaine. Ensuite, on peut également identifier des noms d'assonance latine ou grecque. Alors pour reprendre plutôt la définition de Marie-Thérèse Rapsat-Charrier, sont des noms qui existent tels quels en latin ou en grec, mais dont on sait ou pressent qu'ils rappellent une racine ou un nom homophone indigène avec un sens identique ou avec un sens différent. Donc les noms d'assonance présupposent donc une concordance, une résonance entre un nom latin ou grec et une racine indigène. Ensuite, le dernier stock, je l'ai appelé les stocks onomastiques locaux, et par local, j'entends ici les noms issus du stock onomastique liés à la province dans laquelle sont établies les traces étudiées. Et vous allez vite comprendre de quoi je vais parler, parce qu'on a un cas ici dans la communication. Alors maintenant que nous avons toutes les clés en main pour pouvoir comprendre au mieux l'onomastique, je vous propose de commencer l'analyse par la transmission des noms sur plusieurs générations. En contexte interculturel, le choix du nom des enfants n'est pas un acte anodin. Attribuer un nom appartenant au stock onomastique propre à la société d'accueil signifierait au premier abord une volonté d'intégration à cette société, tandis qu'un nom indigène aurait tendance à signifier la préservation des liens avec la patrie d'origine. Présentés de la sorte, ces choix semblent suivre des logiques précises, nettes et surtout hermétiques. Intégration et préservation sont 2 processus distincts qui paraissent évoluer indépendamment l'un de l'autre. Image qu'il sera bien évidemment nécessaire de nuancer au fil de nos analyses. À travers les sources épigraphiques, la transmission des noms sur une, voire même dans certains cas exceptionnels 2 générations, peut être mise en évidence de 2 manières différentes. Soit la séquence onomastique des enfants et au moins l'un des 2 parents, bien souvent le père, sont indiqués sur la même inscription. Soit le nom du père complète la séquence onomastique de l'enfant, c'est ce qu'on appelle donc la filiation, la patronymie. L'objectif est donc ici d'identifier dans quel stock onomastique les parents puisent pour choisir le nom de leur descendance et ainsi interpréter ce que peut nous révéler l'origine du nom des enfants au regard de l'origine du nom et du statut juridique de leurs parents. Alors étant donné que le statut juridique ici revêt quand même une certaine importance, on commencera d'abord par s'intéresser aux parents citoyens romains et puis ensuite on s'intéressera aux parents pérégrins.
Alors la transmission des noms entre les parents possédant la citoyenneté romaine et leurs enfants est exclusivement documentée à travers les inscriptions dans lesquelles au moins l'un des deux parents est mentionné aux côtés de leurs enfants. Les enfants ici concernés sont au nombre de 52 pour 10 mères et 31 pères, ces derniers étant principalement des soldats. Afin de saisir au mieux les logiques qui peuvent entrer en jeu dans le choix du nom de la descendance, j'ai distingué les cas où les pères et les mères apparaissent seuls dans l'inscription de ceux où ils sont tous les deux mentionnés. Alors on a 23 pères qui apparaissent dans la même inscription que leurs enfants. Alors comme on peut le voir ici dans le tableau, et vous verrez que j'aime beaucoup les tableaux, le stock onomastique latin semble avoir été privilégié. Alors on retrouve des noms latins de diverses natures, comme par exemple des dérivés de praenomen comme Marcellina, des gentilices impériaux comme Iulius et leurs dérivés, Iulianus Septiminus. On a un nom Offentinus qui fait référence à une tribu romaine, et ce qui est assez intéressant, c'est que le père qui transmet ce nom-là à son enfant est un affranchi, et donc je me demande dans quelle mesure peut-être la mention ici d'un nom qui fait référence à la tribu romaine n'aurait pas été utilisée pour peut-être marquer ou souligner ce nouveau statut juridique dont il jouit. Comme je vous l'ai dit également, nombreux des pères sont militaires, et dans le choix des prénoms transmis aux enfants, on peut remarquer une certaine influence de l'armée, où énormément de noms latins sont en fait populaires dans l'armée romaine, comme par exemple ici Valens. Et je me demande aussi en quelle mesure le nom Lupus ne pourrait pas être lié à l'armée romaine. Ici, on ne fait pas référence directement à l'animal, mais en fait aux caractéristiques propres de celui-ci, caractéristiques qui, en contexte militaire, pourraient tout à fait faire sens. Parmi les 7 cas où les pères sont également détenteurs d'un nom latin, 5 de leurs enfants portent une onomastique identique, c'est-à-dire que le cognomen de l'enfant est identique à celui du père. C'est une observation qui peut être également soulevée dans le cas des 2 enfants qui portent donc un nom indigène, et également dans le cas où l'enfant porte, à l'instar de son père, un nom d'assonance grecque. Si attachement aux traditions onomastiques il peut bien évidemment y avoir, il faut quand même le nuancer. En effet, accorder le cognomen paternel à l'aîné de la famille est un usage commun dans l'onomastique latine, usage dont les traces s'accommodent fort bien. Les 5 cas de transmission d'un nom indigène alors que le père est détenteur d'un cognomen latin pourraient poser question. S'agit-il là de la preuve tangible d'une volonté de résistance ? J'émettrai à l'égard de cette hypothèse quelques réserves. Si 2 de ces pères appartiennent à la population civile, les 2 autres ont servi dans l'armée romaine et plus précisément dans la flotte prétorienne de Misène. Ces 2 vétérans complètent leur séquence onomastique citoyenne d'un patronyme indigène. Donc Marcus Baebius Firmus, fils d'Atus, et Marcus Antonius Celer, fils de Bouzi, sont donc les premiers citoyens romains de la famille. L'acquisition récente de cette dernière pourrait expliquer cet attachement aux traditions onomastiques d'origine qui, encore prégnantes, ont pu influencer le choix du nom de leur fils, Mucatralis, Thérèse et Dolazenus. En ce qui concerne les mères mentionnées seules avec leurs enfants sur l'inscription, elles sont finalement très peu nombreuses. Elles sont au nombre de 3 au total, ce qui pose de manière plus générale la question de la représentation des femmes dans les inscriptions. Ce qui est ici assez intéressant, c'est de voir que finalement les stocks onomastiques dans lesquels le nom des enfants sont puisés sont complètement différents de celui de la mère. Et dans le cas où les mères sont détentrices d'un nom latin alors que leur fils porte un nom indigène, je me demande en quelle mesure on ne pourrait peut-être pas voir là l'influence de l'onomastique paternel. Mais malheureusement, le père n'étant pas mentionné, ça reste à l'état d'hypothèse. Enfin, 16 parents sont tous 2 mentionnés dans la même inscription que leurs enfants. 2 premières observations doivent être soulevées. Tout d'abord, à l'exception d'une mère détentrice d'un nom indigène, les 7 autres portent un cognomen latin. À l'inverse, les pères portent essentiellement un cognomen indigène, à l'exception d'un père qui porte un cognomen latin. Ce qui fait donc qu'au final, les 8 couples sont ici caractérisés par la mixité onomastique. Aucun des 2 parents ne porte un nom de même origine. 6 de ces couples n'apparaissent qu'aux côtés d'un seul enfant.
Donc on a tout d'abord ici dans le diplôme militaire de Marcus Annius Valens, sont également mentionnées sa compagne Nisa, fille de Mucazenus, et leur fils Bassus. Ce dernier, à l'instar de son père, porte un nom latin très populaire dans l'armée romaine. Aurelius Emeritus, fils d'Aurelius Brinursius et d'Aurelia Peregrina, porte un cognomen latin issu du même stock onomastique que sa mère. Le fils de Marcus Collius Terres et de Gavia Libertas porte exactement la même séquence onomastique que son père, témoignant ainsi donc de l'influence de l'onomastique paternel. A l'inverse, certains cas montrent également une certaine influence de l'onomastique maternel, comme par exemple ici dans le cas d'Aurelius Avitianus, fils d'Aurelius Arruzenus et de Secundinia Avita, qui porte donc un cognomen dérivé de celui de sa mère et qui présenterait par ailleurs des éléments d'assonance celtique. Ensuite, ces deux inscriptions funéraires témoignent ici de l'implantation d'une véritable cellule familiale au IIIe siècle à Lyon. La première est une épitaphe érigée à la mémoire de Lucius Septimius Mucianus par sa conjointe Secundinia Iusta et leur fils Lucius Septimius Peregrinus. C'est en l'honneur de ce dernier qu'est dressée une deuxième épitaphe par sa mère, son cousin, sa compagne Oclatia Alexandra et leur fils Lucius Septimius Alexander, dont le cognomen est lui aussi influencé par l'onomastique de sa mère. Enfin, terminons ce premier tour d'analyse par la mention de deux cas de familles nombreuses. On a par exemple ici le Caius Iulius Bitus, dont on a conservé le diplôme militaire et sur lequel est également mentionné le nom de sa conjointe, Marcia Secunda, qui est décrite comme étant une Italica, ainsi également que le nom de leurs 4 enfants. Et là, on peut voir que Bitus et Secunda ont tantôt emprunté des noms au stock onomastique latin, avec Iulia et Longinus, qui, encore une fois, est un nom populaire dans l'armée romaine, mais également dans le stock onomastique indigène, avec Bendis ou encore Bitus, qui n'est autre que le cognomen paternel. Ici, on a le cas donc, de la famille d'Aurelius Bitus et d'Aurelia Quintilia, qui érige un monument funéraire en l'honneur donc, de son défunt époux et de leurs 4 enfants. Donc ces 4 enfants, parmi ces 4 enfants, il y en a une qui porte un nom indigène latinisé, Bitila, qui est construit sur la même racine indigène que son père, et tandis que les 3 autres portent des noms latins, Vitalinus, Quintilianus, qui est encore une fois dérivé du cognomen de sa mère, et Dalmatius. Alors, cette ethnique pourrait poser question, est-ce qu'il fait référence à la province romaine de Dalmatie ? Et si oui, de quel lien s'agit-il ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que la mère en serait originaire ? Ou bien doit-on voir dans le service du père au sein de la 2e légion Adiotrix une piste de réponse, un détachement de celle-ci ayant stationné durant les guerres marcomanes à Bigeste, en Dalmatie ? Alors bien évidemment, ça reste à l'état d'hypothèse, ce ne sont que des pistes de réponse, et puis surtout, ces hypothèses ne sont valables qu'à partir du moment où il y a véritablement un lien entre cette ethnique Dalmatius et la province romaine de Dalmatie. Mais encore une fois, on n'a pas toutes les réponses à notre disposition. Alors quelques points de conclusion. Donc, les citoyens romains d'origine thrace ont davantage tendance à puiser dans le stock onomastique latin lorsqu'il s'agit de choisir un nom pour leurs enfants, tant filles que garçons. En tant que citoyens romains, ils sont intégrés à la civitas romana, mais peut-être, et cela est d'autant plus vrai lorsqu'ils portent un nom indigène, désirent-ils davantage affirmer et renforcer cette intégration par l'attribution d'un nom latin pour leur descendance. La transmission des noms indigènes à la descendance doit également être nuancée. Si de quelconques liens avec les traditions onomastiques ont bien pu être préservés, il faut néanmoins rappeler que certains de ces pères s'accommodent en même temps fort bien des règles de l'onomastique latine en transmettant le cognomen paternel. Ensuite, plusieurs logiques influençant le choix des parents ont pu être mises en évidence. L'onomastique parentale, l'armée, ou encore les tendances locales. Toutefois, opter pour une logique ou même pour un stock onomastique en particulier ne semble pas être un choix définitif.
Le cas des familles nombreuses, caractérisées par la mixité onomastique, démontre le contraire, témoin de ces appartenances multiples qui, loin de s'exclure, coexistent et cohabitent simultanément. En ce qui concerne la transmission des noms entre les parents de statut pérégrin et leurs enfants, il faut souligner qu'elle est principalement renseignée par la patronymie. Donc on a 64 cas de patronymie contre 8 parents mentionnés sur la même inscription que leurs enfants. La majorité de ces enfants dont on a conservé donc, le patronyme indigène sont, à l'instar de leur père, de statut pérégrin. Donc on a 38 enfants pérégrins contre 26 citoyens romains. Et ces enfants pérégrins portent essentiellement des noms indigènes. Donc 36 contre un nom latin et un nom grec, ce qui au final n'est pas étonnant au vu de leur statut pérégrin. En ce qui concerne les citoyens romains, cette patronymie s'inscrit soit dans la nomenclature citoyenne, soit dans une séquence onomastique pérégrine. Alors ce deuxième cas de figure peut surprendre au premier abord, étant donné qu'il s'agit de citoyens romains, mais il peut aisément se comprendre. Dans un premier cas, il s'agit en réalité de légionnaires, et donc par essence de citoyens romains, qui développent une séquence onomastique pérégrine non pas par résistance onomastique, comme il pourrait être tentant de l'interpréter, mais en suivant une tendance onomastique globale qui se développe au IIIe siècle et plus particulièrement au sein des légions rhénanes. En effet, afin d'éviter la confusion créée par l'homonymie entre ces nouveaux citoyens romains et nouvelles recrues, la nomenclature pérégrine est privilégiée. C'est par exemple ici le cas avec cette épitaphe d'Olupor, fils d'Oluzzanus, qui est ici commémoré par des compagnons d'armes et compatriotes, Oluzzanus, fils de Diatralis, et Mucapor, Mucatralis. Ces trois soldats développent donc une nomenclature pérégrine, et c'est notamment grâce à cette nomenclature pérégrine qu'on peut comprendre le terme fratres par lequel se définissent les deux commémorateurs. En effet, en contexte militaire, l'utilisation du terme frater est un peu ambiguë parce qu'on ne sait pas s'il s'agit en réalité de frères biologiques ou de frères d'armes qui auraient noué une amitié fraternelle. Ici, on comprend assez vite qu'il s'agit bel et bien de frères d'armes, étant donné qu'ils sont tous les trois nés de pères différents. Dans le deuxième cas de figure, la séquence onomastique pérégrine complète en réalité la nomenclature citoyenne. C'est ce qu'on appelle l'agnomène ou nom ajouté, introduit par la formule quit et, sive ou idem, que l'on pourrait traduire par dit aussi. Donc on a par exemple Aulus Iulius Valens, dit aussi d'Isa, fils de Série, Caius Iulius Pudens, dit aussi d'Inès, fils de Sotès, ou encore Caius Iulius Victor, dit aussi Sola, fils de Dinès. Alors je ne vais pas trop m'attarder pour l'instant sur les agnomina, on y reviendra plus tard, histoire de laisser planer encore un peu de suspense jusqu'au bout de cette communication. Alors ces citoyens romains qui indiquent leur filiation concentrent la majorité des noms latins, donc 9 sur les 10 occurrences au total, et ces noms latins sont particulièrement populaires en contexte militaire, milieu duquel ils sont par ailleurs issus. En ce qui concerne le stock onomastique local, il s'agit en réalité d'un nom d'origine celtique. Les résultats semblent s'inverser dans les quelques cas où les parents, donc 5 pères et 3 mères de statut pérégrin, sont mentionnés dans la même inscription que leurs enfants. Ici, on voit que le stock onomastique latin semble avoir été privilégié. Alors, quelques mots sur ces noms latins et sur leurs détenteurs. Mais déjà, contrairement à leurs parents, certains de ces enfants sont déjà citoyens romains, contre 2 pérégrins et un enfant dont le statut juridique est indéterminé. Et puis, ces noms latins, une fois n'est pas coutume, sont étroitement liés à l'armée romaine. Donc on a par exemple Martialis et Bassus qui apparaissent sur les diplômes militaires de leurs pères, qui sont des vétérans auxiliaires d'une part et de la flotte d'autre part. On a par exemple ici le cas de Firminius Valens, qui est donc citoyen romain, et commémoré ici par sa mère, Tatasa, et par sa compagne, Tatasa Mucapora. Mucapora agissant ici comme un adjectif patronymique que l'on pourrait donc traduire comme étant Tatasa, fille de Mucapor.
On a également ici les attestations de ses deux sœurs, Aristiona Maximina et Aristonia Valentina, qui commémorent leur défunte mère, dont le nom est malheureusement difficilement déchiffrable. Alors leurs deux cognomina latins sont ici dérivés des noms Maximinus et Valens. Et je me demande en quelle mesure, ça reste encore une fois à l'état d'hypothèse évidemment vu que le père n'est pas mentionné, mais si ce dernier n'était pas en fait un soldat romain. Ça reste à l'état d'hypothèse évidemment. Enfin, le cas du nom transmis par Ruimus, fils de Tabousis, à son propre fils est également intéressant parce qu'il témoigne de l'influence du contexte local. En effet, Veranio est un nom latin, mais qui est très populaire dans les provinces germaniques, probablement en raison de son assonance celtique. Alors pour résumer, au regard du statut pérégrin des parents, statut juridique dont hérite la majorité des enfants, les idionymes indigènes portés par ces derniers se comprennent aisément car ils sont encore bercés dans leurs traditions onomastiques. En ce qui concerne les enfants détenteurs de noms indigènes mais qui, contrairement à leurs parents, possèdent la citoyenneté romaine, il est nécessaire de les replacer aussi dans un contexte plus large pour ne pas tomber dans l'interprétation trop hasardeuse d'une quelconque résistance onomastique. Donc c'est là par exemple les cas des légionnaires qui portent une séquence onomastique pérégrine pour éviter toute confusion créée par l'homonymie. Ou encore ces citoyens romains qui ajoutent la séquence onomastique pérégrine à leur nomenclature citoyenne. Le stock onomastique latin semble lui avoir été privilégié donc par ou pour, les enfants citoyens romains, et il semble y avoir là encore une fois une influence de l'armée romaine. Ces quelques attestations latines pourraient être révélatrices en termes de volonté d'intégration des parents, du moins pour leurs enfants, voire une volonté d'intégration émanant des enfants eux-mêmes. En effet, il y a quand même quelque chose qui me turlupine encore un peu, c'est que cette nomenclature citoyenne, complétée par le patronyme indigène, voire même la séquence onomastique pérégrine, trahit l'acquisition récente de la citoyenneté romaine. Partant, je me demande si le cognomen latin a-t-il été seulement transmis par les parents ou s'il n'aurait pas été choisi par ces nouveaux citoyens. Pour répondre à cette question, je vous propose de questionner l'usage au quotidien des noms portés par ces traces. Alors, si ce dernier nous échappe bien évidemment le plus fréquemment, les doubles idionymes pérégrins et les agnomina nous permettraient de l'approcher quelque peu. Comme expliqué au début de cette communication, le recrutement massif des traces dans l'armée romaine a été l'une des voies d'accès à la citoyenneté romaine. Qu'ils en aient bénéficié à la fin de leur service ou dès leur incorporation, nombreux traces ont changé de statut juridique, impliquant automatiquement un changement de nomenclature. D'un nom unique, leur séquence onomastique comporte alors 3 éléments. Dans l'armée, le choix du nouveau gentilis suit la règle générale, mais pas absolue, de l'adoption du gentilis, voire praenomen, de l'empereur régnant. Pour ce qui est du cognomen, le nouveau citoyen romain peut garder son ancien idionyme pérégrin, bien souvent d'origine indigène, mais pas toujours, ou choisir un nom latin. Mais comment ce choix s'opère-t-il ? Quel est l'éventail de possibilités qui s'offre à ces individus alors étrangers au système onomastique latin ? À cet égard, les doubles idionymes pérégrins offrent matière à réflexion. Il s'agit en fait d'une nomenclature pérégrine particulière qui consiste en fait à porter 2 noms appartenant à des stocks onomastiques différents, bien souvent d'origine indigène et latine. Dans mon corpus, 5 inscriptions funéraires datées du 1er siècle honorent la mémoire de 5 cavaliers thraces issus d'unités auxiliaires, détenteurs donc de doubles idionymes pérégrins. Tarsas Capito, Longinus Biarta, Longinus d'Apese, Rufus Cita et Marcus Traidua. À l'exception de ce dernier, les 4 autres portent des noms latins qui décrivent leur physique et qui, pour certains, comme Longinus, sont populaires en contexte militaire. On pourrait alors se demander si ces noms n'étaient pas attribués en guise de surnom par les compagnons d'armes de ces traces. Et aussi, je me demande en quelle mesure les cognomina latins ne pourraient pas être en partie, en tout cas, liés à ces doubles idionymes pérégrins, offrant l'opportunité aux nouveaux citoyens romains de conserver son idionyme unique ou d'adopter définitivement le surnom attribué par ses camarades.
Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait interpréter les quelques traces détenteurs d'un nom latin dont le nom indigène des pères de statut pérégrin nous sont parvenus par la patronymie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est bon. Plutôt, donc ici, on le voit dans ces quelques cas, en fait, la majorité de ces cognomina latins sont, encore une fois, des noms très populaires dans l'armée romaine, donc Firmus, Celer, Valens, Bassus, parce qu'ils décrivent en fait des qualités qui sont attendues et requises de ces effectifs. Donc plutôt qu'une transmission entre générations, il s'agirait davantage d'un choix posé par l'individu lui-même. Alors cette lecture reste néanmoins à l'état d'hypothèse. Premièrement, parce que vous avez pu peut-être le constater, l'échantillon est quand même très faible. Et puis, il aurait été fort précieux pour consolider l'interprétation de disposer d'attestations épigraphiques de la transition juridique et partant onomastique d'un individu passant de statut pérégrin à citoyen romain. Mais peut-être, en ce sens, les fameux agnomina pourraient-ils apporter quelques pistes de réponse. Alors, peu d'agnomina sont attestés dans ce corpus, ils sont au nombre de 7. 3 d'entre eux comprennent uniquement l'ancien idionyme indigène, tandis que 4 autres ajoutent également le patronyme indigène. Ces agnomina viennent donc compléter la nomenclature citoyenne, dont le cognomen est puisé dans le stock onomastique latin, dont 4 sont répandus dans l'armée, donc Valens, Pudens ou encore Victor. Plusieurs réflexions découlent de ce maigre échantillon. Tout d'abord, on pourrait se demander si ces agnomina ne seraient pas en fait la réminiscence de ces doubles idionymes pérégrins. L'idionyme et le patronyme indigène laissent supposer qu'il s'agit ici de nouveaux citoyens romains qui ont donc dû changer leur séquence onomastique et auraient choisi d'adopter un cognomen latin, peut-être celui attribué par leurs congénères. Mais l'ajout des anciens noms indigènes témoignerait ici peut-être du maintien de l'usage de ces noms indigènes dans le cadre privé peut-être. Officiellement, le choix s'est arrêté sur le stock onomastique latin, mais dans la pratique, la réalité aurait été plus ambiguë, plus compliquée. Car au final, il se cache bien des choses derrière un simple nom, en mettant délibérément de côté les aspects juridiques mis en évidence par la nomenclature adoptée par un individu ou la simple identification des stocks onomastiques dans lesquels ils ont pu puiser, au profit de l'intentionnalité, on a pu approcher la question de l'expression des appartenances des traces établies dans l'Empire romain hors de leur province d'origine, dans toute leur ambiguïté et complexité, maître mot qui s'impose au terme de cette communication. L'approche, tout d'abord, est en elle-même complexe car traitant de choix individuels posés par tout un chacun, il existe autant de schémas d'intégration qu'il y a d'individus. Les possibilités sont multiples, il serait donc vain de dégager des tendances générales. L'intentionnalité se révèle dans le particularisme de chaque parcours de vie. Si certains pérégrins d'origine thrace préservent leurs traditions onomastiques en transmettant un nom indigène à leurs enfants, d'autres, au contraire, manifestent une réelle volonté d'intégration à la société d'accueil, du moins pour les générations futures, en attribuant à leurs enfants des noms latins, comme pour faciliter cette intégration. Dans un même ordre d'idées, il est différentes logiques qui ont pu influencer les parents dans le choix des noms transmis aux enfants, et ces mêmes logiques peuvent être révélatrices en soi de l'intégration des traces à la communauté militaire à laquelle ils appartiennent ou encore aux contextes locaux dans lesquels ils évoluent au quotidien. Toutefois, et j'espère vous l'avoir démontré au cours de cette communication, ce n'est finalement ni tout blanc, ni tout noir. Cette intégration, mise en lumière à travers l'onomastique et à laquelle il faudrait conjuguer d'autres indicateurs, s'exprime plutôt dans un nuancé de gris. Car en replaçant les analyses dans des contextes plus larges, la nuance est en effet de mise. C'est par exemple le cas de ces pères détenteurs de noms indigènes qui transmettent leur cognomène à leurs enfants, tout en préservant certainement des liens avec les traditions onomastiques, ils s'accommodent en même temps des règles de l'onomastique latine. Dans d'autres cas, ces nouveaux citoyens romains qui portent un cognomène latin, choisi plutôt que transmis, pourraient ne pas avoir complètement abandonné leur ancien nom indigène et continueraient à les utiliser dans la sphère privée.
Selon moi, cette intégration ambivalente pourrait être interprétée comme un indice de ces appartenances multiples qui, au regard de l'onomastique, se traduisent par la diversité des stoconomastiques et des logiques qui ont pu influencer le choix d'un nom. Ainsi, l'intégration à la société d'accueil n'annihile en rien l'appartenance à la patrie d'origine. À l'inverse, les préservations des traditions onomastiques ne doivent pas être traduites en termes de résistance face à cette nouvelle société. Elle n'empêche en rien la volonté d'intégration et l'intégration elle-même à cette société nouvelle. Enfin, la mixité onomastique au sein des familles nombreuses est peut-être l'exemple parfait de la coexistence et l'articulation harmonieuse de ces appartenances plurielles et de la multiplicité et complexité des expériences de l'intégration des traces en terre étrangère. Je vous remercie.